Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Il est officiellement réélu avec 81% des voix et une participation de plus de 50%. Abdelaziz Bouteflika, même malade, même en fauteuil roulant, a donc sans surprise obtenu un 4e mandat. Depuis le premier jour, son principal challenger dans l'élection, Ali Benflis, a dénoncé les fraudes dans un pays où les revenus viennent à 97%, je vous le rappelle, des hydrocarbures. Nos reporters Maxime Vautier et Khaled Zouak étaient sur place. Nous avons intitulé cette émission « Où va l'Algérie ?» Et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Feriel Lalami Fattès est sociologue. Vous travaillez en particulier sur la société algérienne. Vous êtes membre du laboratoire Gresco des universités de Poitiers et de Limoges. Et votre livre sur les Algériennes contre le code de la famille est édité aux presses de Sciences Po. Kader Abderrahim est lui chercheur à l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Vous êtes un spécialiste du Maghreb et enseignez à Sciences Po. Vous êtes l'auteur de L'indépendance comme seul but, paru aux éditions Paris Méditerranée. Mohamed Sifaoui est journaliste, réalisateur et écrivain. Vous êtes un spécialiste du terrorisme islamiste. Je rappelle deux de vos livres, Bouteflika, ses parrains et ses larbins, chez Encre d'Orient, ainsi qu'une histoire secrète de l'Algérie indépendante, éditée elle désormais en poche aux éditions du Nouveau Monde. Enfin, Raphaël Drahi est politologue, professeur émérite à la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-en-Provence. Votre dernier livre est consacré au dialogue interreligieux. Les topics sinaïtiques sont édités chez Hermann. Ali Benflis a affirmé hier, je crois, ou peut-être même avant-hier, à nos confrères du Point qu'il avait gagné cette élection. Est-ce possible, Feriel Lalami Fattès? Ça me semble difficile parce que, en fait, si on rapporte le résultat du président Bouteflika à l'abstention, on peut bien imaginer que les personnes qui ont voté Bouteflika. Pour le reste, c'est-à-dire près de la moitié du corps électoral, selon les chiffres officiels, il y a eu abstention, c'est-à-dire volonté de ne pas participer à ce que beaucoup dans l'opinion ont appelé une mascarade électorale. Le reste a préféré choisir le candidat pour diverses raisons qu'on développera sans doute. Est-ce que vous venez de me dire que, quels que soient les phénomènes de fraude, vous pensez néanmoins qu'effectivement une majorité des votants ont voté Bouteflika? Oui, de ce point de vue-là, c'est certain. La fraude va porter plutôt sur le taux de participation qui va être gonflé et même éventuellement le score de Bouteflika lui-même. Oui. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce rapport et le fait que pour la première fois, jamais dans l'histoire de l'Algérie, il n'y a eu un taux de participation aussi bas à une élection présidentielle qui, dans tous les pays du monde, suscite davantage d'engouement que les locales ou les législatives. Et ce taux lui-même, même pour l'Algérie, est tout à fait surprenant, vu son faible nombre. Je vais juste ajouter... Donc, pardonnez-moi, quand Ali Benflis nous dit « j'affirme avoir gagné l'élection », vous pensez qu'il se trompe? En tout cas, c'est un slogan politique, mais que ça n'a pas de contact avec la réalité. Oui, je pense qu'il se trompe et d'ailleurs, il part d'un fait que ces meetings étaient bien fréquentés. Ce qui est vrai, semble-t-il. Oui, hein. Tout à fait, absolument. Il a réuni du monde, en tout cas, on veut l'écouter, le voir. Du monde. Mais si on se penche sur les raisons du vote de ceux qui ont voté, quels sont ceux qui ont voté? Il y a d'une part ceux qui constituent la clientèle de Bouteflika, c'est-à-dire ceux qui ont intérêt à ce que ce système perdure et se reproduise. D'autre part, il y a toute une catégorie de la population, et on les a très clairement entendus, qui ont eu une réponse au thème de la stabilité. Parce que la campagne, j'allais dire qu'a faite Bouteflika, il ne l'a pas faite, il l'a faite par procuration de cette ministre, ancien ministre, ancien secrétaire général du FLN et secrétaire actuel du FLN. Eh bien, c'était cette élection ou le chaos. Or, pour les Algériens, c'est quelque chose qui est très sensible. C'est très important ce que vous nous dites comme analyse du scrutin. Vous nous dites les Algériens ont de toute façon peur du chaos. Je vous ai bien suivi. Ils ont peur du chaos pour deux raisons. Ils ont peur du chaos à cause de l'expérience traumatique des années 90, celle du terrorisme. Et ils ont peur du chaos parce que, d'ailleurs, c'était très présent dans la campagne de ceux qui la faisaient pour Bouteflika, qui disaient
qui présentaient les printemps arabes comme des menaces, un repoussoir en disant vous voulez qu'on devienne comme la Libye où l'agitation est chronique ou pire encore, comme la Syrie. Alors, Feriel Lalami Fates, Kader Abderrahim est finalement en train de nous dire au minimum ils ont réussi à faire peur aux Algériens qui auraient potentiellement pu espérer un changement. Mais quand Ali Benflis nous dit avoir gagné l'élection, vous pensez que c'est invraisemblable ou que c'est une idée qu'il faut en tout cas étudier et éventuellement retenir? Je ne veux pas faire une réponse par oui ou par non, mais je crois qu'en l'absence de rapprochement, parce qu'on n'aura jamais de chiffres réels, que ce soit sur le score réalisé par le président sortant ou sur le taux de participation, ce ne sont que des chiffres officiels. Je pense qu'il y a des journalistes et des universitaires qui travaillent en ce moment à lire le dépouillement par région et par bureau de vote. Donc, dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois, on aura des chiffres qui seront peut-être un peu plus conformes à la réalité. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra répondre à la question que vous posez et à l'affirmation qu'avance Ali Benflis. Savoir est-ce qu'il a gagné ou pas. Ce que vient de dire Madame est important parce qu'on n'a que des chiffres officiels. Donc, dire que le taux de participation est le plus bas en Algérie depuis qu'il y a une façade démocratique, on va dire, une démocratie formelle, mais pas réelle, c'est un peu aller vite en besogne, parce qu'on sait aussi que lors de la précédente consultation électorale, in fine, les résultats sérieux avancés pour le taux de participation, qui ont été d'ailleurs confirmés après le Wikileaks, notamment de l'ambassadeur américain sur place, au mieux accordaient 35% de participation. Donc c'est très très peu et il est probable que cette élection soit elle aussi très en deçà du chiffre officiel. Quant à Ali Benflis lui-même, c'est quand même une grande déception parce qu'il a fait sa campagne sur le thème de la fraude et puis il a passé son temps à répondre aux attaques du camp Bouteflika et il a dit « je ne me tairai pas, je ne me tairai pas et quoi qu'il arrive, je me défendrai ». Et on ne voit rien venir. Donc c'est une grande déception, je pense, à la fois pour ses partisans, y compris d'ailleurs pour ceux des Algériens qui ne sont pas allés voter ou qui ont peut-être eu une oreille discrète pour ce qu'il a pu dire. Donc je crains fort que cette volonté de la part d'Ali Benflis d'incarner une alternance ou une alternative crédible fasse pchit, comme disait quelqu'un. Mohamed Sifawi. Alors, d'abord, je pense que dans un système de fraude généralisée, tout candidat est légitime à prétendre avoir gagné une élection du moment que nous n'avons pas les chiffres réels, en tout cas les résultats qui reflètent la réalité, tant au niveau de la participation qu'au niveau du dépouillement. Ce que je peux dire à mon modeste niveau, pour avoir suivi de très très près au téléphone, je suis resté plusieurs jours, en tout cas toute la durée de l'élection, aussi bien en France pour la communauté algérienne établie en France ou le jour du 17 avril en Algérie. Ce que dit Ali Benflis n'est pas totalement ridicule. Moi, les premières informations que j'avais eues à un moment où le dépouillement était à 70-75% des bureaux, le donnaient gagnant dans plusieurs bureaux. Pas sur l'ensemble, encore une fois, mais plusieurs observateurs le donnaient gagnant dans plusieurs bureaux. Je le dis avec prudence parce que, évidemment, il faut toujours prendre en considération que nous sommes face à un système qui entretient à la fois la manipulation, l'opacité, et qui se joue à la fois de l'opinion publique algérienne et de l'opinion publique internationale. Mais, toujours est-il, personnellement, j'avais prédit, mais je n'étais pas le seul, ce n'est pas une science que j'aurais distillée, que la fraude allait être généralisée. Dès le mois de janvier, j'avais écrit plusieurs articles en disant voilà les raisons pour lesquelles on peut dire avec certitude que cette élection, entre guillemets, cette mascarade électorale sera revêtue de fraude. Le choix de la date du 17 avril, à lui seul, et dommage que l'opposition algérienne, à commencer par Ali Benflis, n'ait pas pris cela en considération. Le choix du 17 avril à lui seul était une preuve suffisante de fraude. Si vous me donnez 2 minutes, je vais vous l'expliquer très vite. Le mandat de Bouteflika arrivait à échéance le 18 avril à 23h59. Par conséquent, s'il n'y avait pas de fraude, le système algérien, la constitution algérienne, prévoit un second tour en cas d'absence de majorité absolue.
le pouvoir algérien n'a même pas prévu sur le plan logistique, ce qu'il fallait pour un second tour. Mais pire, si le mandat du président arrive à échéance le 18 avril, cela voulait dire que le second tour devait se tenir entre le 31 avril et le 1er mai. Cela voulait dire aussi qu'en cas de second tour, il y aurait eu 2 semaines quasiment de vacances du pouvoir. Oui. 2 semaines de vacances du pouvoir. Or, un pouvoir comme celui-ci, décrié, y compris de l'intérieur, avec une opposition cette fois-ci assez forte, avec une société civile qui s'est fait entendre. Un régime comme celui-ci n'aurait jamais n'a pas pris le risque, n'aurait jamais pris le risque de créer les conditions d'une vacance de pouvoir de 2 semaines. Mais ajouter à cela des éléments objectifs. Sur mon blog, j'ai publié une photo, ça peut être anecdotique, où on voit un chef d'un bureau de vote à Trappes, donc en France, partant avec l'urne dans son véhicule, ce qui est strictement interdit. Mais ce type d'incident qui peut être anecdotique à une échelle d'un bureau de vote à l'étranger prend des dimensions extraordinaires quand vous additionnez l'ensemble des incidents. Oui, surtout quand il y a 60 000 bureaux de vote. Lorsqu'il y a 60 000 bureaux de vote et lorsqu'il y a des observateurs ou pseudo-observateurs très complaisants, la Ligue arabe, l'Union africaine, enfin des grandes démocraties. Je rappelle que les Européens ont refusé de participer pour ne pas couvrir justement une mascarade. Mais parce qu'eux aussi n'ont pas été informés à temps. Parce que, si vous voulez, l'invitation qui doit être faite aux observateurs européens doit obéir à une certaine procédure. Procédure qui n'a pas été respectée par les autorités algériennes. Exprès, de mon point de vue, parce qu'ils ne voulaient pas justement d'observateurs crédibles. Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que le parti de la peur a gagné? Je vous pose une rapide question, Raphaël Drey, puisque chacun s'accorde à dire, voilà, il peut y avoir une légitime angoisse, inquiétude, et c'est en partie aussi la campagne qui était menée par le pouvoir algérien, qui est celle de dire, voilà, c'est nous le chaos, la phrase a été prononcée en début d'émission, et après on part en Algérie. Non, mais je crois que l'Algérie est toujours traumatisée par les années 90 et que pour elle au monde, elle voudrait revivre cette période. Maintenant, à force de ne pas vouloir la revivre, on va finir par la revivre si on ne règle pas les problèmes pendant. Ces problèmes, ils sont de nature institutionnelle. On est quand même assez atterré d'entendre parler aussi systématiquement de fraude au niveau d'une élection présidentielle. Et ensuite, il y a des problèmes de fond qui concernent l'économie algérienne, qui concernent la jeunesse algérienne. Et ces nouvelles générations qui arrivent à la vie et qui se trouvent privées d'emploi, de logement, d'une vie sociale décente. Là, ce sont les problèmes de fond. Et à partir de là, on peut s'interroger. Qu'est-ce qui fait qu'en dépit de toutes ces interrogations, une sorte de deal ait été passé qui a reconduit le système actuel pratiquement en l'état. D'ordinaire, quand un chef d'État n'est pas en forme, quand il est malade, c'est l'occasion de s'en débarrasser. Là, on se rend compte que c'est la logique complètement inverse qui joue. Et donc, on est amené à s'interroger sur les raisons de la prorogation de ce système. Alors justement, notre premier reportage nous emmène à Alger, dans le quartier de Bab el Oued. Les jeunes Algériens que nous rencontrons n'envisageaient même pas une défaite du président Bouteflika, à tel point qu'alors qu'ils le soutiennent, ils n'iront pas voter. Président éternel, homme qui a construit le pays, ils évoquent les autoroutes et principalement aussi la sécurité. Bref, pour eux, quel que soit l'état de santé du président candidat, c'est Bouteflika ou le chaos. Sur place donc, Maxime Vauthier et Khaled Zouak. La bouillonnante ville d'Alger a un baromètre. Il se situe au nord et porte un nom, Bab el Oued. Ici, le taux de chômage atteint des sommets. Mais aujourd'hui, dans le quartier, c'est le calme plat. Seul Hamza et ses amis s'échauffent autour de la table de billard, bien loin de la fronde envisagée pour la réélection de Bouteflika. Tu as voté pour qui, toi? Ils ne m'ont pas accepté pour voter. Pourquoi? Je n'ai pas ma carte d'électeur. Lui là, il n'a pas sa carte d'électeur. Mais nous ne sommes pas allés voter. Nous, on aime seulement Bouteflika, tu vois. On n'a pas besoin de voter. On savait que Bouteflika, c'est lui qui allait gagner. Et de toute façon, pour nous, Bouteflika ou un autre, c'est pareil. Allez, salut. Lieu historique des jacqueries, Bab el Oued, à l'image d'une partie du peuple algérien, semblait usé par le système et même résigné. Jeudi, près d'un Algérien sur 2 n'a pas été voté, laissant le champ libre à la réélection d'un président fantôme, lors d'un scrutin au-dessus duquel a plané l'ombre de la fraude. À Alger, avant même les résultats officiels, les fidèles de Bouteflika descendaient célébrer la victoire et crier leur amour pour celui que certains présentent
comme un véritable guide. Vive Bouteflika! C'est notre président éternel à nous. Vive Bouteflika! Je l'aime, il a construit le pays. Vive Bouteflika, par Bouteflika, il n'y a personne. Avant, les gens n'avaient rien du tout. Maintenant, ils vont bien. Bouteflika, on l'aime parce qu'il a rendu possible l'impossible. Il nous a donné l'autoroute alors qu'avant, les gens souffraient. Avant lui, les gens rentraient chez eux à 4 heures en courant. Maintenant, celui qui veut rentrer chez lui à minuit peut le faire. Normalement, il n'y a aucun risque. En promettant le chaos et le retour des islamistes avec l'élection d'un autre que Bouteflika, l'équipe du président sortant a agité le spectre de la décennie noire et a précipité la chute de son rival le plus sérieux, Ali Benflis. Nous ne tairons plus jamais. Nous la fermerons plus jamais. Liberté. Emmenez-nous dans vos prisons si vous voulez. Enfermez-nous. Alors que nous on est ici, seulement en paix. Une colère d'un militant contre ce régime impénétrable qu'ils n'ont pas réussi à faire tomber, malgré tous leurs efforts. Dans leur QG, aménagé en studio de fortune pour l'occasion, les militants du candidat Ali Benflis ont tenté toute la journée de faire remonter des quatre coins du pays les irrégularités du scrutin, absence d'observateurs dans un bureau de vote ou pression sur les scrutateurs. Tout était relayé clandestinement via le canal de transmission d'une chaîne voisine, quand les moyens techniques étaient au rendez-vous. Insuffisant malgré tout pour éviter la déroute électorale annoncée d'un candidat qui se présentait comme celui de la transition démocratique. Le 17 avril 2014 restera dans les mémoires de cette génération et de celles des générations futures comme un autre rendez-vous manqué avec le changement et le renouveau. Comme en 1999, en 2004 et en 2009, l'indéboulonnable Abdelaziz Bouteflika a donc été élu dès le premier tour, avec un score de 81,5%, qualifié par la presse d'opposition de brejnevien. On a une question intéressante de téléspectateurs qui est la suivante. Si Bouteflika n'arrivait pas au terme de son mandat, qui le remplacerait? Kader Abderrahim, on peut essayer de répondre. Oui, la Constitution est très claire. Là, c'est le président du Conseil de la Nation, comme on dit là-bas, qui assure l'intérim. Donc, s'il est empêché pour quelque raison que ce soit, ce serait la Constitution qui viendrait au secours de ce régime. Constitution qui a été quand même dessinée puis votée sur mesure. En fait, on a un président à vie, les choses ne disent pas son nom, mais on est un peu dans le schéma formel qu'on a connu depuis l'indépendance dans l'ensemble du monde arabe. On modifie, on fait des constitutions, puis en cours de route, on se dit tiens, peut-être que... Et là, il y a un vice de... Et puis on prend goût et les choses changent. Et Abdelaziz Bouteflika va... maintenant, ça fait 15 ans, oui, et donc il va... Je ne lui souhaite pas le pire, évidemment, mais de ce que l'on a vu ces derniers temps, en tout cas depuis un an, il n'est plus du tout en état d'exercer les charges de son travail. Feriel Lalami Fatès. Oui, justement, compte tenu des réalités qui sont celles de sa maladie, enfin son accident vasculaire cérébral qui le laisse, on l'a vu le jour du vote, dans une très forte limitation de ses capacités. Et il est très fortement question de réviser la Constitution. Et je pense que dans un système de régime qui est plutôt présidentiel, c'est-à-dire où le président a des pouvoirs étendus, il est évident qu'on ne peut pas le laisser seul assumer ses fonctions et que la révision de la Constitution vise sans doute à suppléer un complément d'aide à la fonction. Votre réponse amène une autre question, du coup, dans la continuité de ce que nous demandaient nos téléspectateurs, c'est puisque l'on vient de voir l'état de santé du président Bouteflika au moment de son vote, et qu'il est avéré, je dirais, de longue date, c'est qui gouverne l'Algérie actuellement? Est-ce qu'on peut répondre? Est-ce qu'on sait qui sont ceux qui tiennent effectivement les clés du pouvoir en Algérie? Mohamed Sifawi, on peut répondre à ça? Alors,
Oui, parce que en Algérie, malgré les défaillances et malgré les manquements, il y a des institutions qui fonctionnent plus ou moins. Le minimum qu'on puisse dire, c'est qu'on voit que la boutique est tenue. La boutique est tenue parce que l'administration est rodée, le quotidien est assuré. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Lorsqu'on doit gérer un pays, me semble-t-il, c'est d'abord prévoir, ensuite trancher, arbitrer, décider, mettre en place des politiques, les appliquer, les défendre, négocier des dossiers internationaux, négocier sur le plan intérieur. Enfin, c'est... Si on doit parler de la gouvernance... Vous vouliez me répondre. Oui, non, mais je vais vous répondre. Si on doit parler de la gouvernance au quotidien, on parle, si vous me posez la question, sur les détenteurs du pouvoir réel. Je vous dirais la chose suivante. Historiquement, et à part la parenthèse des années 90, le pouvoir algérien a été détenu par 3 pôles essentiels. La présidence de la République, les services de renseignement et l'état-major de l'armée. Avec Bouteflika, un 4e pôle, si j'ose dire, est venu se greffer. Ce sont les milliardaires, les affairistes, toute la clientèle du régime qui a son mot à dire, qui ne gouverne pas dans le sens politique du terme, mais qui influe considérablement sur la décision. Aujourd'hui, on accorde aux frères du président, aux frères cadets du président Saïd Bouteflika, un pouvoir démesuré. Et plusieurs témoignages, plusieurs recoupements, plusieurs informations me laissent dire, sans risque de me tromper, que c'est quelqu'un qui utilise des prérogatives qui ne lui sont pas dévolues par la Constitution, puisque son titre officiel est simplement conseiller spécial auprès du président de la République. Là, vous êtes en train de nous dire qu'on a réélu Bouteflika, mais pas celui qu'on croit. Celui qui dirige le pouvoir, celui qui tient depuis, en tout cas, l'affaiblissement du président qui tient la boutique, c'est le frère du président, incontestablement. C'est Saïd Bouteflika qui désigne les ministres, c'est lui qui fait et défait parfois, y compris des officiers supérieurs au sein de l'armée, alors avec quelques résistances en interne, et c'est pour ça que parfois certaines fissures à l'intérieur du système algérien s'expriment à travers notamment les médias et à travers des polémiques ou à travers des responsables politiques locaux. Kader Abderrahim. Oui, c'est un jeu d'ombre derrière le rideau. Effectivement, il y a plusieurs forces qui s'affrontent. Aujourd'hui, on l'a vu très clairement, très nettement depuis quelques mois, parce que pour la première fois, les divergences ont éclaté au grand jour. Les attaques du secrétaire général du FLN contre le chef des services de la police politique, des services de renseignement, puis ensuite des règlements de compte. Le parti contre les renseignements. Oui, c'est pas rien en Algérie. Et puis des officiers généraux à la retraite qui relayaient les messages de leurs camarades toujours en activité et qui disaient, écoutez, maintenant ça suffit, il faut qu'on trouve un modus vivendi, il faut qu'on fasse une transition en douceur, on ne va pas vivre une nouvelle rupture, parce qu'on sait qu'en Algérie, la rupture est toujours violente. Il n'y a pas eu, visiblement, de compromis. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les choses évoluent, ne serait-ce qu'un peu, pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation de... Ça signifie, une fois de plus, malheureusement, il semblerait que ce régime reste et restera encore l'acteur principal de la vie politique en Algérie et que toute transition ne peut se faire qu'en tentant de trouver un compromis avec ce régime. Ce qui a été raté en Syrie et ce qu'il faudra parvenir à faire en Algérie. J'ai cru comprendre ce soir à Alger qu'il y a une rencontre entre plusieurs anciens premiers ministres qui, d'une manière très large, ce qu'on appelle le clan du boycott, souhaiterait prolonger ce premier tour d'élection présidentielle pour aller sur un autre terrain. Ce qui est très important aujourd'hui, parce qu'on vit tous sur des vieux schémas, mais les choses évoluent, y compris en Algérie, c'est que la force nouvelle, pour répondre à votre question, la force nouvelle qui a émergé au cours de ces 15 dernières années, c'est incontestablement le monde des affaires, qui brasse un argent considérable, avec des contrats mirifiques qui ont été signés parce que l'État reste en Algérie le principal donneur d'ordre et que les commissions sont allées bon train. Le FMI a donné des chiffres qui donnent le tournis, c'est absolument vertigineux et ça se chiffre en milliards de dollars. On a quand même un ancien ministre du pétrole qui est en fuite pour des faits supposés ou avérés. Il aurait fallu que la justice puisse faire son travail de corruption. Donc le monde des affaires est aujourd'hui l'un des acteurs essentiel de la vie politique en Algérie, dans l'ombre, mais effectivement, il a émergé sous l'ombrelle protectrice du clan de Bouteflika. Est-ce que vous diriez, on va employer des termes simples jusqu'à dire, aujourd'hui ça fonctionne sur de la corruption et de la dictature? Autoritarisme, populisme
Et l'argent, clairement, oui. C'est une oligarchie. Pardonnez-moi. C'est une oligarchie, si on devait prendre quelque chose qui ressemble un petit peu... Sans corpus idéologique. Voilà, sans corpus idéologique, Ouais. un peu à la Poutine, sans l'idéologie poutinienne. Raphaël Drahi. Là, on mesure tout à fait la complexité du système et en même temps sa durée de vie qui peut être relativement brève maintenant, parce que ces compromis ne sont pas destinés à s'inscrire dans la très très longue durée. Je prendrai deux exemples. Premier exemple qui est absolument effarant, c'est quand on apprend que l'Algérie maintenant importe pratiquement toute sa production de fruits, de légumes. On se souvient de l'Algérie comme jardin potager, comme verger du Maghreb. On est absolument stupéfait d'apprendre que maintenant l'Algérie importe ses fruits, ses légumes, mais pratiquement à 90%. Premier point. Deuxième point. John Kerry était en Algérie il n'y a pas très longtemps. Pas très longtemps. Montrer comment le système se proroge. Et qu'est-ce qu'il a demandé aux Algériens ? Qu'est-ce qu'il a demandé aux Algériens en tant que secrétaire d'État? Il leur a demandé de lutter de manière farouche contre le terrorisme et d'augmenter la production de pétrole pour faire pièce à ce qui se passe actuellement en Ukraine et face à Poutine qu'on vient de citer. Comment voulez-vous que ce système s'en sorte? Comment voulez-vous qu'il ne soit pas corrompu intrinsèquement? Voilà. Puisque ce qui devrait l'amener à évoluer, au contraire, le renforce dans ses défauts fondamentaux. On ne peut pas leur dire simultanément démocratiser, préparer l'économie pour les enfants et pour les jeunes Algériens de demain et augmenter à mort faites marcher la pompe à pétrole. Voilà. Je vous ai compris, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, justement, c'est un événement extrêmement important, cette visite du secrétaire d'État américain à 15 jours de la présidentielle. Tout le monde l'a interprété comme un soutien au régime en place. Et en fait, oui, et même le communiqué qui était très neutre en disant on espère des élections transparentes, etc., a été de toute façon interprété par l'opinion comme un soutien. Et quand on fait l'analyse d'un point de vue stratégique, on voit bien, comme vous l'avez dit, que les États-Unis, mais pas seulement les États-Unis, mais aussi l'Europe, mais les États-Unis ont intérêt au maintien, eux aussi à la stabilité. Il n'y a pas que les Algériens qui ont accroché au thème de la stabilité. D'une part pour l'approvisionnement en hydrocarbures, vous l'avez dit, mais aussi à cause de la situation au Sahel. Vous avez suffisamment traité le thème dans vos émissions pour ne pas que j'y revienne, mais dans lequel le régime algérien, avec son armée très puissante, comme vous l'avez dit, maîtrise une bonne partie des frontières qui sont extrêmement vastes au sud et au sud-est. Sud-est avec l'agitation en Libye, au sud le Mali et le régime algérien. Au moment même où nous parlons, reçoit le ministre malien des Affaires étrangères parce que les Algériens sont en train de négocier avec les groupes armés du nord du Mali. Donc, et pour l'Europe, pour terminer, l'intérêt est également l'approvisionnement en hydrocarbures, mais aussi de la lutte contre le terrorisme, puisque ça peut même s'inviter sur le territoire français ou à travers des citoyens français, comme vous l'avez montré dans votre émission. C'était l'émission d'hier. Et le troisième point qui peut intéresser fortement l'Europe, c'est que l'Algérie peut constituer un barrage à l'immigration subsaharienne, dont on sait que sa destination est l'Europe du Sud dans un premier temps. Vous venez d'expliquer que lorsqu'on arrive à s'imposer comme à la fois une pompe à pétrole et un mur contre le terrorisme, que l'on accepte ou pas cette idée, en tout cas, on conforte un régime, notamment quand le ministre des Affaires étrangères de la première puissance mondiale rend visite 15 jours avant les élections. Est-ce qu'on peut revenir un instant quand même sur ces Algériens qu'on a interrogés? Moi, il faut être très simple. On voit qu'il y a encore une popularité du président Bouteflika. Moi, ça me paraît indéniable et vouloir le nier, voilà. Et vous avez vu que même chez les jeunes, la question de la sécurité est abordée, et on peut le comprendre, la présence d'une autoroute est un élément qui visiblement semble libératoire, important, et on pourrait dire comme une preuve de modernité qui touche les Algériens. Et on voit des gens qu'on n'a pas forcés, avec une baïonnette, à descendre dans la rue, en montrant des affiches du président Bouteflika, et en disant finalement, même malade, on le préfère lui aux autres parce qu'il symbolise une certaine stabilité. Mohamed Sifawi. Il faut composer avec cette réalité et qu'on ne peut pas nier non plus. Je pense que ce serait malhonnête de nier que Bouteflika possède un socle de popularité. Voilà, c'est dit, c'est clair.
simplement, il est difficile de le mesurer en raison de la fraude électorale, parce que justement, on mesure soit à travers les études d'opinion, soit à travers des élections. Or, les études d'opinion n'existent pas en Algérie, en tout cas pas d'études fiables, et les élections sont truquées. Mais toujours est-il, concédons-lui que cette popularité, ce socle de popularité existe. Mais il existe pour plusieurs raisons. D'abord parce que en Algérie, la propagande du régime a fait son chemin et est en train de marcher. L'une des supercheries, par exemple, c'est celle qui consiste à dire que avec Bouteflika, la paix est revenue. Oui. Et je suis désolé, c'est une contre-vérité qui est parfois relayée, y compris par les médias français et les médias européens. Ce n'est pas Bouteflika qui a ramené la paix. D'abord, le terrorisme qui a fait des centaines de milliers de morts, des dizaines de milliers de morts en Algérie, est un terrorisme auquel a fait face le peuple algérien. D'abord. Ensuite, ce sont les services de sécurité qui ont combattu contre le terrorisme. Quand Bouteflika arrive en 1999, son prédécesseur, Liamine Zeroual, avait déjà lancé une procédure pour permettre à des repentis, je mets deux gros guillemets, de regagner, je dirais, la société, et ces négociations avaient été menées par les chefs de l'armée. Donc Bouteflika est venu, je dirais, apporter ou enrober tout ce qui avait été fait entre 1997 et 1999 Ce qu'on veut dire, c'est que le régime qu'il représente, excusez-moi Mohamed Sifawi, reste quand même, pour un certain nombre d'Algériens, un rempart contre le terrorisme qu'a subi le pays, même s'il le provoque aussi dans le même temps. Mais incontestablement, regardez ce qui s'est passé 3 jours après l'élection. 11 militaires ont été massacrés en Kabylie. 11 morts dans une embuscade, militaires algériens tués dans une embuscade en Kabylie. Ce qui me gêne, ce n'est pas subjectif ce que je dis, ce n'est pas parce que je suis opposé au président Bouteflika ou à son régime. Il y a des faits objectifs. Les faits objectifs, c'est que le terrorisme était vaincu sur le terrain en 1999, était vaincu politiquement. Celui qui redonne vie au terrorisme islamiste, c'est quand même sous l'ère de Bouteflika que l'Algérie devient le bateau amiral d'une organisation qui va s'appeler AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et qui va étendre ses activités dans toute la région. C'est sous Bouteflika que les groupes terroristes se sont implantés dans le Sahel. C'est sous Bouteflika aussi que les groupes terroristes, alors considérablement affaiblis, quand déduisez-vous ont réussi à... Pardonnez-moi, je vous interromps, mais quand déduisez-vous qu'il a laissé faire ou qu'il n'arrive pas à juguler? D'abord, on parle du régime et du président Bouteflika. Je ne vois pas une volonté affirmée et clairement affichée de lutter contre le terrorisme islamiste. Il y a certes des opérations antiterroristes, mais je ne vois pas leur traduction politique, leur traduction dans le discours, notamment pour faire en sorte à ce que les terroristes islamistes ne puissent plus recruter. Je termine par une phrase. Permettez-moi. Aujourd'hui, beaucoup de terroristes ont 20, 22 ans, 23 ans, 24 ans. C'est-à-dire que ce sont des gens qui avaient 5, 6 ans lorsque Bouteflika est arrivé au pouvoir. Oui. C'est ce qui prouve, entre autres, l'échec de sa politique sécuritaire. Je vais revenir sur cette question dans un instant. Je voudrais juste qu'on puisse diffuser le second reportage en donnant notamment la parole à celui qui semblait le seul challenger d'Abdelaziz Bouteflika, bien qu'une partie de l'opposition, il faut le rappeler, lui dénie ce rôle. Ali Benflis décrit un pays totalement en panne, sclérosé, coupé de sa jeunesse. Il dénonce un hold-up électoral. Il faut dire que l'ancien Premier ministre de son principal rival n'est pas avare de formules savamment préparées et il espère désormais fédérer et unir l'opposition en Algérie. Toujours reportage de Maxime Vauthier et Khaled Zouak. Je suis triste pour eux. Je suis triste pour mon pays parce qu'on a raté une occasion, mais elle n'est que reportée parce que je suis un combattant. Je suis décidé à continuer le combat et me réunir avec les gens qui m'ont soutenu et trouver le cadre qu'il faut pour continuer ce combat. C'est triste d'arriver à l'occasion qui vous permet de sauver votre pays et puis qu'on vous frotte. C'est un hold-up électoral. Bien avant le scrutin, on a assisté à une instrumentalisation de l'État au service du président candidat. Comment cela? Le Conseil constitutionnel a joué un rôle alibi. Il n'a pas joué son rôle. Le gouvernement s'est transformé en comité de soutien pour le président candidat.
Et l'administration territoriale, les walis, les communes, etc., eh bien, au lieu de respecter son devoir de neutralité, elle s'est transformée également en direction de campagne locale pour le président candidat. Eh bien, le scrutin dans ces conditions-là s'est déroulé dans des conditions entachées d'une fraude massive et généralisée. La volonté populaire a été spoliée, le suffrage du peuple a été confisqué. Eh bien, je vais vous l'expliquer, mes surveillants, mais les observateurs que j'ai désignés dans les bureaux de vote, au sein du bureau, ont été, pour certains, menacés, pour d'autres expulsés, pour d'autres également intimidés, et pour certains, malheureusement, également corrompus avec l'argent sale dont dispose ce candidat. Il est quand même étrange que le peuple algérien ait découvert la candidature par procuration. Voilà qu'il assiste à la campagne électorale, à une campagne électorale par défaut, avant de goûter, juste après la proclamation des résultats, avant de goûter à la présidence par délégation. Je suis plus que jamais déterminé à contribuer, à continuer le combat pour la société, pour la construction d'une société de liberté. L'Algérie, c'est un grand pays, c'est un grand peuple, ne peut pas rester en marge de l'évolution de son peuple et également de son histoire. Le pays est en panne au niveau de son État. Ça ne peut pas fonctionner si vous n'avez pas un pouvoir et des contre-pouvoirs. Vous avez le pouvoir absolu, vous n'avez aucun contre-pouvoir. Vous avez un syndicat unique, on ne veut pas reconnaître les syndicats autonomes. Les journalistes sont menacés, sont emprisonnés, sont poursuivis, condamnés à des amendes, etc. L'Algérie, c'est un peuple jeune. Et la jeunesse attend le règlement de ses problèmes et la solution à ses problèmes. L'emploi, la formation professionnelle, le logement, l'activité économique. C'est ces chantiers qu'il fallait ouvrir déjà depuis 15 ans. C'est un pays en panne, je ne cesserai jamais de le répéter. Il faut ouvrir tous ces chantiers. Et pour les ouvrir, il faut mettre la jeunesse au cœur des endroits de prise de décision. Dans mon programme, j'ai dit que la jeunesse était tout. C'est la jeunesse qui peut être la solution, qui doit être la solution de ce problème. Et s'il n'y avait pas la jeunesse au cœur de la solution, eh bien la jeunesse va être le problème. Alors, dans la plupart de ces interventions, Ali Benflis parle de la jeunesse algérienne et on a un téléspectateur qui nous interroge là-dessus. Les jeunes Algériens sont-ils résignés au point de ne pas entamer une révolution comme en Tunisie? Et j'avais été très frappé, je crois que l'un d'entre vous y a fait allusion dans la première partie de l'émission, un proche du président Bouteflika pendant la campagne a dit très clairement « il n'y aura pas de printemps arabe en Algérie ». Le dire aussi, je dirais brutalement et de façon comme ça, enfin aussi naturelle, m'avait moi beaucoup surpris. Alors voilà, les jeunes Algériens sont-ils résignés? Non, je pense que ça c'est une fausse idée, de même que l'idée de croire qu'ils ont peur est aussi une chimère. Ouais. Ils n'ont pas peur, la réalité elle est très différente. Ils se sont détournés de la politique, ce qui est quand même différent, parce qu'ils ne pensent plus depuis longtemps que la solution ou l'amélioration des conditions de vie quotidienne passe par la politique. Donc les Algériens s'auto-organisent localement là où c'est possible. Alors, le drame, c'est que ce régime a cassé les médiateurs. Il n'y a plus d'associations, d'ONG. Sur le terrain, on est l'État ou ses représentants est confronté en permanence à la population. Les préfets, le sous-préfet gèrent en permanence une culture émeutière. On revendique pour une adduction à l'eau, l'électricité, un emploi, un logement. Mais il y a cette vivacité. Ces demandes sous pression aboutissent. Oui. Parfois ça aboutit, mais toutes les revendications ne sont pas légitimes. Mais il n'y a personne pour les porter, pour les relayer collectivement, parce qu'il n'y a pas de socle de valeurs communes aujourd'hui. C'est ça qui est terrible. Il y a une citoyenneté qui s'affirme, mais qui est très vivace en Algérie. Les Algériens critiques sont hyper politisés, mais en même temps, on n'est pas capable collectivement de construire une alternative. Les hommes politiques, les élites politiques ont une responsabilité considérable dans cette situation. Et aujourd'hui, ces Algériens, jeunes ou moins jeunes, mais très majoritairement jeunes, parce qu'ils voient bien que la perspective d'un avenir qui pourrait s'améliorer est quand même assez limitée. Et ce sont eux qui se mobilisent. Et la culture de l'émeute, du nihilisme social, est aujourd'hui quelque chose qui va être très difficile à démonter dans les esprits. Alors ça fait 2 fois qu'on parle de culture de l'émeute, dans un grand pays riche, en tout cas potentiellement... le pays est riche, mais pas la population. On est bien d'accord, mais on y reviendra ensuite avec le dernier reportage. On a des questions qui tournent autour des jeunes Algériens. Moi je serais tenté de dire, quand on entend Ali Benflis, pourquoi les jeunes Algériens ne vont-ils pas voter pour lui? Et on vient d'avoir une première réponse de Kader Abderrahim, c'est « il ne croit pas à la politique ».
Je suis tout à fait d'accord et on l'a bien vu dans le sujet présenté. Il y a ceux qui ont leur carte électorale et qui ne vont pas voter parce que pour eux c'est plié, c'est joué d'avance et qu'au fond ils sont d'accord, le système continue comme ça. Et il y a ceux qui ne sont même pas inscrits sur qui n'ont même pas de carte électorale, qui n'ont pas pris la peine de faire cette démarche. Et en revanche, ils ne sont pas désintéressés de la politique. Ils s'expriment ailleurs, dans leur propre cadre qu'ils construisent eux-mêmes, et en particulier sur Internet. Les réseaux, cette campagne électorale et élection présidentielle a donné l'occasion aux jeunes de faire preuve d'une créativité extraordinaire, aussi bien dans leurs échanges que dans les parodies, les blagues, les sketchs. Il y a ceux plus engagés qui se sont manifestés dans le mouvement Barakat, ça suffit, et qui ont essayé d'exprimer des créations artistiques. Donc, on retrouve les jeunes, effectivement, hors institution, parce que, comme l'a dit Kader Abderrahim, ils sont complètement désabusés, désengagés, mais en revanche, ils s'investissent ailleurs, ils se battent ailleurs, et ils essayent de donner de la voix, de se faire entendre, et ça crée un pôle. Ce petit pôle, ajouté au pôle dont parlait justement Ali Benflis, c'est-à-dire celui des syndicats autonomes, qui est de plus en plus en développement, qui échappe donc aux syndicats... parallèle au système, en quelque sorte. Absolument, qui échappe aux syndicats sous contrôle du régime, notamment à travers son secrétaire général, le syndicat quasi officiel, l'UGTA, tous ces mouvements citoyens récemment nés à la faveur de l'élection présidentielle, le front, je parle du mouvement Barakat, le front du boycott, ça c'est important, c'est la première fois qu'on assiste à un regroupement de partis et qui sont sur un spectre politique assez large. Ceux qui disaient justement ne pas vouloir participer au processus électoral qu'ils qualifiaient de mascarade. Voilà, on qui ont ne peut pas participer à cette pièce de théâtre. On peut leur donner crédit aussi de l'abstention, qui n'est pas seulement une abstention passive. Ce que je veux dire, c'est que l'injonction de toutes ces attitudes, plus l'existence quasi permanente d'émeutes et de grèves. Les chiffres officiels donnent les chiffres de 10 000 émeutes et grèves par an en Algérie. La jonction de tous ces facteurs donne une situation potentiellement explosive qui pourrait faire exploser le régime. C'est pourquoi certains parlent de transition, appel à la transition, vous l'aviez bien dit, des anciens généraux, des anciens ministres et même un ancien président. Raphaël Drahi, oui, je crois notamment sur la jeunesse. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte et je suis très très sensible à l'argument tiré de la jeunesse parce que moi j'enseigne dans une faculté qui est ex-Marseille, qui est à 1 heure. Du territoire dont on parle, et là on voit in vivo comment les choses se passent. Je crois qu'il ne faut pas méconnaître, il ne faut pas sous-estimer le fait que depuis 10 ans, il y a une certaine amélioration du niveau de vie en Algérie. Au regard du point de départ, c'est toujours considéré comme acquis. Ce qui rentre fait ventre, comme on dit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on parle de révolution, de révolte, d'explosion du système, eh bien on en sort de tout ça. Aujourd'hui, le concept de révolution est complètement démonétisé. Dans quel pays la révolution a encore droit de citer? Donc quand on emploie ce mot-là, on l'emploie toujours sous bénéfice d'inventaire. Et au regard de ce qui se passe dans les pays environnants, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas l'exemple de la Tunisie, c'est pas l'exemple de la Libye, c'est pas l'exemple même du Maroc, et ne parlons pas de la Syrie, qui va vous donner envie de faire ce type de révolution. Alors en attendant, je crois qu'on maintient le statu quo. Ce qui n'empêche pas, et ce sera ma dernière observation, ce qui n'empêche pas le fait que... Je précise que Kader Abderrahim a légèrement dodeliné de la tête. Attendez, parce qu'il n'a pas, écouté mon dernier argument. Avec attention, mon le cher. dernier argument il est très très important. Contrairement aux idées reçues, je crois qu'il y a une très grande vivacité, de la société civile algérienne. Je le vois par rapport au contact que j'ai, par rapport aux jeunes journalistes, par rapport aux jeunes écrivains, par rapport aux jeunes juristes, par rapport aux jeunes politologues. Tout cela constitue
l'Algérie de demain. On voit une société qui vit, enfin qui brillonne. Et il s'agit de savoir maintenant quelle option le pouvoir algérien va prendre. Ou bien on va replâtrer ce dispositif, et on va le replâtrer de manière tout à fait palliative, ça explosera un jour ou l'autre, ça ne peut pas durer en l'état. Ou bien alors on fait un choix, un véritable choix de l'avenir, et on comprend que la matière première d'un peuple, c'est sa jeunesse. C'est ça qu'il faut mettre en exergue pour les générations à venir. Je le répète, à 60 minutes de Marseille. Voilà. Nous sommes tous solidaires de la situation qui se déroule là-bas, avec ses impasses et avec ses perspectives. Dernier reportage de cette émission avec cette question. Le pétrole et le gaz ont-ils tué, en quelque sorte, l'économie algérienne? La manne pétrolière est-elle devenue un véritable handicap? Dans la région d'Alger, on ne cesse de construire le plus grand musée d'Afrique, la plus grande mosquée du monde, un stade lui aussi gigantesque sont en travaux. Mais qu'est-ce que deviennent les PME et le développement à long terme du pays? Les Algériens que nous rencontrons observent de grandes entreprises étrangères, elles, au travail sur leur territoire, mais ils attendent toujours le développement économique de l'Algérie par les Algériens et avec ses entrepreneurs. Maxime Vauthier et Khaled Zouak. L'Algérie, pays du paradoxe. Le pays est assis sur des ressources inestimables en hydrocarbures qui permettent à l'État de faire pousser à Alger des projets pharaoniques, tous pilotés par des industriels étrangers, alors même que ses propres travailleurs galèrent pour joindre les deux bouts. Mohamed, 42 ans, vit encore chez sa mère, dans cette petite maison à la sortie d'Alger. Faute de boulot, l'homme travaille la terre héritée de son père et cultive des artichauts sur son petit hectare depuis plus de 20 ans. Période durant laquelle l'urbanisation a gagné du terrain et l'a empêché de voir plus grand. Pour s'agrandir, il n'y a pas de terrain. Oui, il y a du terrain. Le béton a tout mangé. Là, il y a du béton. Là, encore du béton. Et là, encore du béton. Il ne reste plus rien. Ils sont en train de manger petit à petit la terre. Voilà le résultat. Au quotidien, Mohamed dit tout juste survivre grâce à ses maigres récoltes. Ici, pas de coopérative. C'est seul qu'il se rend 3 fois par semaine sur le marché pour vendre sa production. Il est l'un des nombreux Algérois oubliés par l'État. J'ai voulu demander de l'aide au gouvernement. Mais quand on fait une demande, ils disent que les financements ne sont pas prêts ou pas encore disponibles. Et tant qu'ils ne sortent pas un nouveau texte de loi, on ne peut rien faire. C'est tout le symbole de l'économie algérienne, dont le secteur agricole ne décolle pas, malgré son fort potentiel. La faute à une politique économique orientée sur l'importation, au détriment de la production. Chaque année, le marché domestique algérien est inondé de denrées alimentaires venues de l'étranger. Facture annuelle, 3 milliards de dollars, une hérésie pour les économistes. Il faut former les gens au niveau régional et local et leur donner des ressources pour les responsabiliser sur leur propre développement. Il faut qu'on ait un développement local où les gens créent des entreprises au niveau local, utilisent les ressources locales, utilisent le tourisme, l'agriculture, l'industrie locale, puis au niveau régional, puis au niveau central. Là, pour le moment, on fait une croix sur le développement régional et local et on croit que l'État central, hyper centralisé, hyper bureaucratisé, peut développer le pays. C'est une équation impossible. Dans ce contexte, où les politiques économiques sont dictées par l'intuition des décideurs plus que par leur analyse, certains entrepreneurs tirent leur épingle du jeu. Slim Othmani est aujourd'hui à la tête d'une entreprise cotée à la bourse d'Alger et savoure la réussite de son jus de fruits. C'est assez spectaculaire quand vous voyez un peu ce défilé de produits. En plus, on a la chance, c'est le best-seller en Algérie, tout produit confondu. Ce petit pack-là est une success story en soi. Ici, il produit chaque année 100 millions de litres de jus, exclusivement dédiés au marché algérien, avec une matière première étrangère. Conscient du fort potentiel de l'économie algérienne, l'entrepreneur mesure le chemin à parcourir pour que l'Algérie sorte de sa léthargie actuelle. L'Algérie a un potentiel exceptionnel pour être un très grand acteur. Mais pour cela, il faut de la logistique, il faut du savoir-faire technologique,
Et il faut accepter de recevoir justement ce savoir-faire de la part d'acteurs qui viendraient ailleurs que du marché algérien. Aveuglée par ses exportations d'hydrocarbures, l'Algérie en aurait donc oublié de poser les bases d'une économie pérenne. Pour Mabrouk Aïb, il est urgent que l'État se désintoxique de la confortable rente pétrolière et lance des réformes d'ampleur. Ça veut dire simplement s'obliger, se contraindre à n'utiliser ces ressources que pour des investissements sur le long terme, donc sur l'intelligence humaine, donc sur la formation, sur le bien-être aussi, mais toujours dans cette logique de croissance de long terme, de développement de long terme. Le virage de la politique économique du pays est aujourd'hui vital. Avec l'explosion démographique algérienne, la consommation atteint des niveaux records. Pas sûr que les seules exportations d'hydrocarbures puissent soutenir la croissance indéfiniment. Je me faisais la réflexion en voyant ce reportage d'avoir souvent acheté des chemises made in Marocco, made in Tunisia, et je n'ai jamais vu de ma vie une chemise ou un pantalon made in Algérie. Et pourtant, il y en a eu une époque. Et pourtant, ça existe. Alors dites-le nous. Parce que... Je vais le dire, c'est-à-dire que dans les années 70, sous le régime autoritaire de Boumedienne, il y avait une petite entreprise de textile qui produisait de très belles chemises, qui a réussi à subsister. Il y avait Sonitex, l'entreprise publique, et il y avait aussi toute une industrie textile privée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à l'Algérie du rouiba à tous les étages, pour reprendre le nom de la société qui Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé ces 10 dernières années? Il y a eu, à la fin, Bouteflika, il a eu aussi beaucoup de chance, c'est que à son arrivée, le prix du pétrole a grimpé, etc. Et tout d'un coup, l'ouverture de l'économie qui aurait dû se transformer en importation de moyens de développer l'industrie locale s'est transformée en une économie seulement importatrice, créant ainsi la caste de ceux qu'on appelle les barons de l'import-import, c'est-à-dire des gens qui n'ont intérêt qu'à importer et non pas à produire. Ils importent des choses de qualité très moyenne, voire de mauvaise qualité, parce qu'il n'y a pas de contrôle par ailleurs, ou le niveau de contrôle est corrompu. Et ces importations massives ont tué les embryons d'industrie algérienne qui pouvaient exister. Et là est le drame, parce que ces embryons de tissus industriels qui développaient auraient créé de l'emploi. Et on en revient au problème de notre jeunesse, composée à majeure partie de chômeurs et notre jeunesse désabusée. J'avais cette question SMS de téléspectateurs. Est-il vrai que l'État algérien est riche à milliards? Où est l'argent? L'argent a été déposé dans ce qu'on appelle un fonds de régulation, dont les chiffres là aussi sont astronomiques et vertigineux. On parle de 190, 200 milliards, plus de milliards de dollars, hein, des milliards, pas des millions. Bon, alors, évidemment, il suffit d'aller à Alger pour mesurer à l'œil nu les modifications et les changements qui sont parfois spectaculaires parce qu'on partait de très loin quand même. Oui. Il y avait un retard qui avait été accumulé au fil des années, des décades et des décennies, qui était quand même très important. Et aujourd'hui, si on peut faire un parallèle, ce que font de plus en plus les Algériens, parce que ce pouvoir d'achat est là, il est présent, mais il ne leur permet pas de faire grand-chose. Donc, parfois, ils essaient de voyager, ils vont en Tunisie ou au Maroc ou en Turquie, et ils voient bien aussi ce qui se passe ailleurs. Oui. Mais personne en Algérie n'était préparé à l'immixtion de cette mondialisation qui se fait en Algérie de manière sauvage, brutale, empirique, parce qu'il n'y a pas la culture économique et surtout, il n'y a pas d'encadrement juridique qui permet de garantir aux investisseurs les investissements et qui permettrait de garantir aux Algériens des minimums, on va dire, sociaux pour faire court. Est-ce que je peux faire moi aujourd'hui un partenariat de PME avec un entrepreneur algérien en amenant un petit peu de savoir-faire et de technologie? Mais vous serez minoritaire. Vous serez minoritaire, c'est à 49-51 et la loi n'a pas été modifiée sous pression des oligarchies dont on parlait tout à l'heure, mais la pression aujourd'hui elle est aussi externe et il est probable que l'évolution aille dans ce sens. Je ne suis pas sûr que ce soit là aussi une bonne chose pour l'Algérie parce que, encore une fois, personne n'est prêt à recevoir cette mondialisation qui est quand même violente, brutale. Le parallèle que je pense être le plus pertinent à propos de l'Algérie, c'est celui du Venezuela.
situation un peu analogue, un peu le même nombre d'habitants, un pays extrêmement riche sur le plan du pétrole, et on voit depuis des mois et des mois des émeutes sociales qui perdurent juste à peine 2 ans après l'élection de M. Maduro. Et les revendications résonnent de la même manière parce qu'on entend les mêmes choses à Caracas ou dans sa banlieue que celles qu'on peut entendre à Alger ou dans sa banlieue. Une jeunesse désespérée, un nihilisme social et la culture de l'émeute. Et pourtant, le Venezuela est un État riche. L'agriculture et les PME sont les deux choses que je retiens de ce qu'on se dit devoir presque spontanément pouvoir pousser sur le sol algérien. Ça n'est pas le cas. L'agriculture et les PME sont les deux mamelles d'une société civile élémentaire. Il faut que tout le monde mange, il faut que tout le monde soit vêtu, il faut que tout le monde soit logé, sinon on est dans le dissentiment. Et quand ce dissentiment n'est pas soutenu par une idée révolutionnaire qui est vraiment active, on bascule dans la désespérance. Maintenant, il faut comprendre que le développement d'une économie n'est pas lié qu'à ces conditions. Une économie au sens contemporain du terme, c'est-à-dire qu'il doit transformer des matières premières, de l'énergie en emploi. Et en France, on est bien placé pour le comprendre, est assujetti à d'autres contraintes. Le problème d'Algérie, c'est pas de transformer des matières premières en des matières secondaires, c'est de transformer toutes ces matières premières, toutes ces richesses en emplois, de sorte à constituer une société digne de ce nom, et qui n'est pas comme seule soupape de sécurité, ou bien la révolte, ou bien la grève, ou bien l'évasion. Ou bien l'exil. Comment l'Algérie peut-elle ne pas être autosuffisante en nourriture et devoir dépenser de l'ordre de 3 milliards chaque année pour importer des produits alors qu'elle... Voilà, enfin, j'ai des choses qu'on vient de voir. Bon. Ce sont des choix stratégiques qui sont faits par les oligarchies, comme l'a dit Mohamed Sifawi tout à l'heure, en place, et qui dictent une politique qui peut être à courte vue et qui prennent en otage l'avenir de ce pays. C'est un problème ancien. Hein. Il faut pas oui, c'est un problème ancien. Ça date de la nationalisation des terres agricoles, de paysans qui sont devenus des fonctionnaires et qui ne produisaient plus rien. À partir de 1989-90, les choses, il y a eu ce qu'on appelle les réformes qui ont été engagées dans la période 89-91, et on a redistribué des terres, donc on a recommencé à produire un peu de blé et puis le minimum vital. Mais on est très loin du compte et on voit bien que la facture alimentaire chaque année devient de plus en plus lourde. C'est quand même un pays qui compte aujourd'hui près de 40 millions d'habitants et qui en comptera 50 millions en 10 ans. Sur les importations, c'est que les récentes statistiques des douanes algériennes ont montré que pour la première fois, la balance commerciale de l'Algérie est déficitaire malgré tous les hydrocarbures exportés. Je passe aux questions SMS. Pour qui ont voté les Algériens de France? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on peut le déduire? Est-ce qu'on a une... Voilà, une... Ah bah oui, je sais, ça vous intéresse. Alors, tout à l'heure, je vous disais que certains bureaux de vote en Algérie donnaient un certain avantage à Ali Benflis, mais... Alors, sur les Algériens de France, je peux être catégorique, des informations largement recoupées montrent que Bouteflika est arrivé en tête dans la plupart des bureaux de vote en France. Pourquoi? Alors, avec un taux de participation Avec un taux de participation qui, à mon sens, ne saurait dépasser les 25%. Donc, ça s'explique de la manière la plus simple, c'est que les relais de Bouteflika et du pouvoir algérien en France ont pu mobiliser, que toutes les personnes, comme vous le disiez en début d'émission, qui sont allées voter, ont voté pour Bouteflika, mais que de l'autre côté, tout l'électorat s'est désintéressé, enfin l'électorat franco-algérien ou algérien résidant en France, s'est complètement désintéressé de cette élection, entre guillemets, parce que tout le monde savait que ça allait être une mascarade. Mais si je peux me permettre, parce que je crois qu'on n'a pas suffisamment fait la lecture politique des résultats, y compris officiels. Est-ce que... y compris officiels. Sur l'ensemble des résultats qui ont été donnés, on a quand même, au-delà de l'autosatisfaction affichée par le pouvoir algérien, quelque chose de très inquiétant dans une autre conjoncture économique peut-être moins favorable au pouvoir algérien. C'est que nous avons, y compris en prenant en considération les chiffres officiels, sur un corps électoral de 23 millions, Abdelaziz Bouteflika aurait obtenu 8 millions. Donc il y a tout de même près de 15 millions d'Algériens qui soit rejettent Bouteflika, soit n'adhèrent pas à la politique de Bouteflika et qui l'expriment de manière différente. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous dans le boycott passif ou dans le boycott actif. Mais ce sont autant de personnes qui peut-être aujourd'hui sont simplement mécontentes et
qui sont en train progressivement de cultiver un ressentiment. Lorsque la situation sera différente, moi, j'aurais quelques soucis à me faire si j'étais à la place de certains dirigeants algériens. Généralement, c'est après l'intervention de Mohamed Sifawi que je vous demande, pendant les questions SMS, d'avoir la gentillesse d'essayer de réduire votre intervention. Juste, est-ce que cette importante présence algérienne en France, elle crée un pont entre les deux pays. Enfin voilà, est-ce que les Algériens de France ont un rôle économique dans la vie de la société algérienne aujourd'hui? Est-ce qu'il se passe quelque chose de ce point de vue, où j'allais dire c'est chacun sur sa rive? D'abord, il y a la biologie qui fait son œuvre. Donc les immigrés au sens stricto sensu, les Algériens sont de moins en moins nombreux et le seront de moins en moins. Hein. C'est une lapalissade. Et les binationaux ont un attachement formel, mais ils ne connaissent pas ce pays, ou alors il est fantasmé. Donc ils évitent la schizophrénie et pour la plupart d'entre eux exercent leur citoyenneté en France et évitent de l'exercer dans deux pays. Selon El Watan, nous dit un téléspectateur ou une téléspectatrice, le terrorisme perdure en Kabylie. Et pourquoi la Kabylie? Parce que ça a été un foyer, pardon, allez-y. Oui, d'abord, il y a une configuration naturelle qui fait que la Kabylie, avec ses montagnes, ses maquis, se prête à la possibilité à des groupes armés de se protéger. Mais ça n'est pas un argument suffisant, parce qu'on peut se dire l'armée peut tout à fait intervenir. Mais il y a aussi la situation particulière de cette région, qui est une région frondeuse, puisqu'on parle d'élections. On a vu que le taux de participation officiel, cette fois-ci, le taux officiel de participation de la région n'a pas dépassé les 25%. Mais les Kabyles n'ont rien à voir avec le terrorisme. Non, non, justement, mais rien à voir absolument. Ce que je veux dire, c'est que dans la mesure où c'est une région traditionnellement reconnue comme opposante au régime, et on vient le 20 avril était la commémoration du printemps berbère, où les Kabyles, dans toutes les wilayats, les régions, ont manifesté avec le slogan lié à la revendication de leur identité culturelle, mais aussi à la revendication d'un état de droit. Eh bien, on peut penser qu'une des stratégies du régime, c'est de délaisser la région et de la laisser livrer aux groupes qui peuvent sillonner les maquis. Un dernier mot là-dessus, Mohamed Oui, Sifawi. j'allais dire, il serait quand même injuste de faire une émission d'une heure sans évoquer la répression quand même féroce qui a eu lieu en Kabylie pendant les manifestations pacifiques qui ont malheureusement dégénéré et qui ont fait plusieurs blessés. Et une enquête d'ailleurs a été diligentée, forcée par une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux où l'on voit la police maltraiter violemment un manifestant. J'ajouterai la chose suivante pour compléter ce que vous venez de dire, c'est que le pouvoir algérien a toujours eu besoin de cette fameuse Kabylie présentée à tort, je le souligne, comme représentant quelque part, en raison de ses revendications démocratiques, ce que le pouvoir algérien aime appeler l'ennemi intérieur ou la main de l'étranger. Alors, toute la propagande du pouvoir algérien aussi vise à cliver la société, à diviser la société algérienne. Et d'ailleurs, cette division a donné lieu encore en 2014, vous imaginez, à Gardaïa par exemple, dans le sud algérien, une région totalement paisible jusque-là, des affrontements intracommunautaires extrêmement violents. Donc le pouvoir algérien continue de jouer avec le feu en essayant d'entretenir cette fausse idée qu'à l'intérieur du pays, il y aurait des ennemis d'Algérie. Pour combien de temps encore l'Algérie a-t-elle du gaz et du pétrole? On l'évalue? Raphaël Drahi, la question est intéressante. Les évaluations, si on peut évaluer les choses dans ce domaine-là, c'est 30 ans de réserve à peu près assurée. Et après, il faudra choisir un autre type d'économie. Et en attendant, justement, il ne faut pas attendre d'en arriver là. Alors il y a quelque chose dont l'Algérie est très riche. Elle est le troisième au niveau mondial en réserve, c'est le gaz de schiste. Et là, alors là, ce sera un véritable drame pour l'Algérie. La loi sur les hydrocarbures a été modifiée récemment pour permettre l'exploitation du gaz de schiste. Et ce qui va arranger, on en revient au soutien des puissances occidentales, dans la mesure où dans certains pays, les opinions arrivent à empêcher l'exploitation des gaz de schiste, dont je rappelle qu'ils sont
parfaitement polluant, que c'est un danger pour l'environnement avéré aujourd'hui, eh bien, ces pays qui ne peuvent pas, à cause de la pression des mouvements écologistes et citoyens, exploiter leur gaz de schiste, vont aller l'exploiter, en particulier en Algérie, qui a ouvert la possibilité aux entreprises pétrolières. Et les Algériennes, quelle est leur place dans la société? Les femmes, vous voulez dire? Sont comme tout autre, je crois, des citoyennes actives qui vivent en fonction de leurs convictions, de leur éducation. Elles sont évidemment, on est quand même dans des pays, dans une région, dans des sociétés qui sont très conservatrices encore, et les évolutions sont lentes et sont longues, et ça prend du temps, mais je pense qu'elles vivent les mêmes répressions que vivent tous qui incarnent aux yeux du régime une forme d'opposition, qu'on soit islamiste, étudiant, communiste, syndicaliste, etc., etc. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je crois que la situation des Algériennes s'est profondément modifiée ces dernières années. Au niveau éducation, je signale juste un fait, c'est qu'à l'université algérienne, on trouve plus d'étudiantes que d'étudiants. Elles sont malheureusement frappées davantage que les hommes par le chômage, que la transition démographique est allée de manière très rapide et qu'aujourd'hui, une femme algérienne en âge de procréer a environ seulement 3 enfants. Je dis seulement parce qu'il y a 20 ans, c'était infiniment plus. Beaucoup plus, et que malheureusement pèsent sur elle encore des structures, comme vous l'avez dit, archaïques. Il me reste 20 secondes. L'armée tient toujours le pouvoir par peur des islamistes ou de la démocratie? Non, je crois que ça c'est un vieux schéma. L'armée reste un des piliers du régime, mais elle n'est plus un acteur qui est aujourd'hui autonome par rapport à d'autres acteurs dont on a parlé. Merci infiniment les uns et les autres d'avoir participé à cette émission qui sera ce soir rediffusée à 22h35. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 17h45 pour un nouveau C'est dans l'air en direct, et auparavant Axel de Tarlet recevra son invité. Bonne soirée, à demain. Merci.